Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 27. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo parce qu'on reconduit la formule qui a très bien marché au cours des dernières semaines. Comment ça va, messieurs? Très bien. Bon, Jean, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu à la station, fait qu'on a décidé de te demander de venir faire un petit tour. Ça a été un mois assez abracadabra, mais un mois fort excitant qui s'est conclu avec plusieurs finales la fin de semaine dernière. On va parler justement des Américaines et de Megan Rapinoe en particulier qui a encore fait jaser. Parler un petit peu de Coupe d'Afrique des Nations, de ce qui se passe en Europe avec quelques nouveaux entraîneurs qui se pointent. Et dans le giron de l'Impact de Montréal, ça tweet. Et on va en parler au cours des prochaines minutes. Commençons d'abord, les gars, avec, est-ce qu'on appelle ça la parade des Américaines ou le Megan Rapinoe Show? T'en penses, toi? Ce que j'en pense, c'est que très belle victoire des Américaines avec une domination intéressante. Comme on l'avait dit à plusieurs reprises dans le podcast, l'écart se resserre, mais les Américaines ont quand même gardé la couronne. Et je pense que leur plus belle reine, c'est Megan Rapinoe, meilleure joueuse du tournoi, meilleure buteuse, qui, grâce ou à cause de ses positions politique a pris beaucoup de place durant la fin de la compétition et maintenant aujourd'hui dans la partie des célébrations. Beaucoup ou trop? Beaucoup et même encore pas suffisamment. Moi, je pense que ça c'est intéressant. Dans quel sens? Dans quel sens? Je pense que lorsqu'on suit un peu ce qui se passe du côté sport et société américaine, les positions qu'elle défend, il n'y a rien de nouveau. C'était la première qui avait soutenu Colin Kaepernick, notamment pour les violences policières contre les Noirs. C'est une femme qui est très, très engagée pour la communauté LGBTQ+. Ce n'est pas des nouveautés, sauf que c'est ressorti un petit peu, vraiment par la bande d'ailleurs, comme c'était dans un shooting pour l'équipe nationale américaine qui tout d'un coup, elle dit que si vous êtes invité à la Maison-Blanche, est-ce que vous irez? Donc elle dit qu'elle n'irait pas, avec beaucoup de caractère. Et ce shooting-là qui a lieu avant la compétition, qui ressort au niveau des quarts de finale, huitièmes de finale, tout d'un coup la met sur le spotlight, puisque à ce moment-ci, elle est très loin d'aller à la Maison-Blanche, qui est l'invitation protocolaire. Et puis par la suite, 2 buts plus tard contre la France, et avec un parcours assez impressionnant, elle assume ses propos et puis maintenant elle continue avec sa plateforme d'utiliser l'opportunité qu'elle a pour mener les combats qu'elle a toujours menés. Comment tu interprètes, disons, la présence ou l'omniprésence de Megan Rapinoe dans l'univers américain? Moi, je suis pas mal d'accord avec Sid, dans le sens où c'est très bien qu'elle prenne cette place-là. C'est très, très bien qu'elle prenne cette place-là, qu'elle profite de la plateforme qu'elle a. Et je te dirais même, j'aurais aimé qu'elle en fasse plus. J'aurais aimé qu'elle en fasse plus dans... les gars, faut-tu partir une émission, une station de télé pour y donner un 24 heures chrono? Comment elle peut en faire plus? Écoute, alors... À part débarquer chez Donald pour tweeter à sa place, il n'y a pas grand-chose qu'elle peut faire. Non, qu'elle sorte de son jardin. Parce que c'est son combat. Et son combat, OK, 100%. Pas vraiment rien, comme Sid a dit. Ouais, il y avait vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de bouger tout ça et d'amener... Mais la qualité, c'est que tu le fais pas dans l'amertume en ce moment. Colin Kaepernick, qui a comme été laissé de côté, elle le fait comme championne du monde. Ça résonne différemment aussi. C'est ça. Alors, j'aurais aimé, et parce qu'elle avait ce créneau-là. Ce créneau qui était d'être au top et vraiment d'être la personne qui focalisait complètement toute l'attention pendant quelques jours. Et d'avoir la possibilité d'être en tête-à-tête avec des gens comme Infantino. Ouais. Et de dire, bon, voilà le combat qu'on mène. Maintenant, Megan Rapinoe, il y a des endroits, alors c'est bien les préoccupations qu'elle a, mais je vais revenir encore un petit peu sur la même chose, qui sont des préoccupations riches et occidentales. Au sens où, Monsieur Infantino, il y a encore des pays où les femmes n'ont pas le droit de jouer. Ouais. Ça aurait été un petit... Ça, j'aurais aimé l'entendre. Tu veux dire que les commentaires de Rapinoe sont ancrés dans une réalité très américaine. Puis là, c'est pas péjoratif parce que, comme tu le dis, c'est des positions qui sont toutes, j'allais dire défendables, qui doivent être défendues. C'est un combat qui est noble, mais c'est pas un combat qui est planétaire, alors que là, elles sont championnes du monde. Ouais. Exactement. Et c'est peut-être là, tu dis, écoute, la plateforme qu'elle avait,
vu l'engagement qu'elle a, c'était peut-être le moment de faire quelque chose. Et pour aboutir à quelque chose de tout aussi concret. Parce que, et là, je vais parler un entretien que j'ai vu un petit peu avant la Coupe du Monde, avec Tony Duggan, l'attaquante anglaise. Et elle dit, regarde, pour l'égalité, moi, je ne suis pas encore là, simplement dans le sens où, actuellement, les gars génèrent beaucoup plus de revenus que nous, en pub, etc. Il est certain que nous, on est en train de gagner notre place. Demander une égalité dès maintenant avec eux, c'est un peu compliqué. La réalité pour les Américains est sans doute différente. C'est vrai, ça c'est intéressant. Elle est déjà, oui. Maintenant, elle embarque en disant, maintenant, quand on regarde comment le foot féminin est développé et aidé dans divers pays, il y a des endroits où ça n'avance absolument pas et où rien n'est fait. Elle dit, ce serait peut-être à la FIFA de dire, bah, écoutez, si vous n'offrez pas, si vous ne demandez pas à chaque fédération de justifier une aide financière aux équipes féminines, eh ben, sanctionner ces fédérations-là. Tu coupes les hommes. Voilà. Ouais. Couper les vivres à la fédération, ou en tout cas réduire une partie du programme. Alors je suppose que ça peut se faire de différentes façons, mais j'ai bien aimé qu'elle rentre dans ce débat-là, parce que c'est vrai que là, c'est quelque chose qui passe complètement derrière. Les gars, moi, vous me surprenez de semaine en semaine. Là, je pensais jamais, en vous demandant si le Megan Rapinoe Show était trop, vous allez me dire non, pas assez, il aurait fallu en parler encore davantage. Il aurait fallu y donner plus de place, mais c'est très intéressant parce qu'on a senti une volonté de Rapinoe. On n'est pas allé dans les mêmes tales qu'une Duggan, par exemple, mais elle sait, surtout à son âge, elle n'a pas 24 ans. Là. C'est la fin quasiment d'un parcours, peut-être pas tout à fait, là, mais pas loin. Elle, ce qu'elle veut, c'est que dans 25 ans, elle puisse regarder avec fierté les 24-48 heures où elle est mur à mur aux États-Unis puis dire « Je me suis tenu debout, j'ai passé tous les messages que je voulais, j'ai rien laissé sur la table. » Là, évidemment, ce qu'on espère, c'est que quelqu'un d'autre, après, soit capable de prendre le relais parce que le danger, c'est que ça devienne du bruit qu'on n'entend plus. Exactement, et non plus ne pas se faire non plus instrumentaliser et pour porter des combats qui sont peut-être pas vraiment les siens à porter, et en gardant en tête qu'au niveau des Américaines et de la Fédération américaine, il y a des particularités qui sont très propres aux Américaines, qui ont généré plus de revenus que les hommes cette année, qui ont vendu plus de maillots. Nike a annoncé que c'est le maillot le plus vendu en une saison, hommes et femmes confondus, le maillot des Américaines, le blanc, le plus de viewers, de spectateurs pour un match de compétition américaine. Elles sont dans des réalités qui sont différentes de toutes les autres équipes, Ouais. genre comme l'Angleterre aussi, toutes les autres équipes. Donc, les combats qu'elles mènent pour elles, à quel point elles peuvent les exporter pour les autres, à quel point, comme on peut aussi vouloir, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à la place des Américaines dans ce sens-là, et donc c'est très important pour elles de garder ça en tête et de pouvoir mener, entre guillemets, le bon combat. Oui, parce que en fait, tu regardes, elle a eu cette chance d'être une vedette et icône qui dépasse complètement le cadre. Il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu. Celle qui en a été le plus proche, c'est Martha, et Martha reste une icône du football féminin. Hein. Ouais. On en est encore là, parce qu'il y a encore des millions de personnes, essentiellement des hommes, qui ne savent pas qui Martha est. Donc c'est une personnalité très très forte qui sait faire passer un message, mais qui reste pour l'instant cantonnée dans son milieu. Rapinoe a l'incroyable chance d'avoir cassé ce moule-là. Donc, oui, c'est vrai que... OK, mais continuons parce qu'il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. Parlant de casser le moule, Sid, Madagascar, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme dirait l'autre, Kosekis, passe. Ah, je n'aurais aucune idée. Excellente analyse, mon Sid. À Jean Gounel, maintenant. Première participation à la CAN, premier but, première victoire, premier tout pour une équipe que personne n'attendait. Tu mets Madagascar avec Haïti, tu mets ça ensemble, champion du monde. Oui, en temps de la belle histoire, oui. Non, mais c'est assez incroyable le parcours de Madagascar qui a commencé un petit peu, en tout cas du côté genre, comme de la presse française, un petit peu comme une blague, parce que Jérémy Morel, qui est un joueur assez ordinaire de la Ligue 1, tout d'un coup s'est trouvé des origines malgaches, puis s'est dit à participer, oui, aux qualifications et à la CAN, mais dans le prisme toujours
très présent des binationaux. C'est comme ça qu'on a abordé le parcours de Madagascar et qui, match après match, par la force des choses, dans cette CAN un peu bizarre à 24 équipes délocalisées du Cameroun à l'Égypte, a trouvé une façon de se retrouver en séance de pénalty contre la RDC, de les battre et maintenant d'être en quart de finale. Oui, qu'est-ce qui se passe? Madagascar, champion d'Afrique? C'est génial ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, passage à 24 de la CAN, ok? La direction du foot malgache dit, ça fait 50 tournois qui se présentent pas. 50 tournois où ils ne se qualifient pas. Juste ça, 50. C'est un chiffron. C'est pas mal. OK, ils disent là, CAN à 24, on va essayer de pousser un petit peu. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un sélectionneur. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un sélectionneur, on va regarder en France. En France, évidemment, tu ne vas pas chercher dans le top, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à regarder, et puis ils se sont dit, on va chercher un gars qui est dans le 3e, 4e division, un gars qui a déjà une certaine habitude d'avoir fait des coups en coupe. Tu sais, une petite équipe de 4e division qui sort une ou deux Ligue 1, Ligue 2, ouais. et puis ça se reproduit. Et tout. Le gars qui aime être sous-estimé puis qui est capable de faire une embuscade sur un match. Ouais. Et c'est là qu'ils ont trouvé Nicolas Dupuis. Et, qui était à Yzeure qui a fait 2-3 coups assez réguliers, assez marquants en Coupe de France. Et puis, il a dit d'accord. Et puis, quand il est arrivé, ils lui ont dit, qu'est-ce que, voilà, l'état de la sélection, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et, il a regardé un petit peu et il dit, mais vous comptez absolument pas vous prenez pas du tout en compte la diaspora. Et puis c'est là qu'effectivement, ils ont commencé à regarder. Ils regardaient surtout la fédération, auparavant, regardait beaucoup des joueurs qui étaient en France, qui était le lien direct. Et puis là, ils ont commencé à fouiller un petit peu plus. C'est beaucoup plus facile maintenant de le faire. Et ils ont fouillé un petit peu plus, puis ils ont trouvé effectivement beaucoup de joueurs. Tu es en train de me dire qu'ils sont allés sur Internet faire l'arbre généalogique de tout le monde. Mais écoute, c'est pas mal ça. T'es 2% malgache, on signe où? C'est pas mal ça. Et ils sont allés chercher tout un paquet de joueurs qui évoluent actuellement à La Réunion. Ouais. Et La Réunion a toujours eu un très très bon niveau de foot avec un ou deux clubs qui sont top, dont la Saint-Pierroise. La Saint-Pierroise, c'est le club où était passé, pour se refaire, où était passé Roger Mila. Oui. Et Saint-Pierroise a toujours eu un super bon niveau. Le Jean, en ce moment, là, je veux juste te dire, il y a le cerveau d'une couple de personnes qui nous écoutent en voiture qui viennent d'exploser. Tu es en train de te surpasser dans les liens pour nous expliquer quelque chose. Continue, j'adore ça. Et c'est ça. Et donc, ils ont commencé à chercher beaucoup plus large. Et puis, tu vois, effectivement, tu regardes un petit peu l'effectif de Madagascar. Les gars, ils jouent à La Réunion, ils jouent en Ligue 3, en 3e division française, à droite, en Belgique. Mais c'est des gars qui ont tous entre... à part 4 ou 5 peut-être, ils ont tous entre 2 et 10 sélections parce qu'effectivement, ils viennent de se trouver des racines. C'est ce que j'allais dire. Tu as le fait que tout le monde arrive en sélection, tu les as recrutés, d'accord, mais il n'y a personne qui te connaît. Ouais. Ça, c'est un énorme avantage. Tu sais, si ça fait 50 tournois que tu n'es pas qualifié, si la plupart des gars commencent leur carrière internationale avec une nouvelle équipe, qui sont pris un petit peu partout, dans des championnats qui, souvent, sont méconnus, c'est pas la même affaire que te préparer pour affronter le Sénégal, la Tunisie, le Maroc ou l'Égypte, par exemple. Ouais. Et c'est là que... Fascinant. Est-ce qu'il passe en quart de finale? Ça va être compliqué. OK, je prends ça pour un non. Vous avez hésité trop longtemps, les gars. Moi, l'hésitation, c'est une réponse en soi. Écoute, quart de finale, ce sera quand même pas trop mal si ça s'arrête là pour Madagascar. Avant de passer à notre segment à domicile, Frank Lampard à Chelsea. Magnifique coup, excellent move de carrière pour Frank Lampard ou ça s'en va directement dans le mur, Sid? J'espère qu'il a beaucoup de garanties dans son contrat. Juste te dire que tu as eu une petite hésitation là aussi. Oui, non, mais grosse hésitation parce que j'ai eu l'impression que c'était trop tôt au niveau, dans sa carrière de coaching. Dans sa carrière de coach et donc j'imagine, vu sa position historique au club, qu'il a des garanties, qu'il ne sera pas nécessairement traité comme d'autres entraîneurs avec
le championnat et la Ligue des Champions comme horizon à court terme. Tu veux dire qu'on serait conscient que c'est un peu un incubateur pour lui pendant une certaine période pour qu'il arrive à maturité comme coach? On est prêt à lui donner ce temps-là, chose qu'on n'a jamais eu la patience de faire avec d'autres coachs? Exactement. Ben, en fait, j'ose espérer que. Parce que sinon, à ce moment-là, il se brûlerait complètement et ce serait vraiment dommage parce que c'est son destin, selon moi, de coacher Chelsea. Mais dès maintenant, après quoi, une année en championship, j'étais surpris. Et puis j'espère qu'Abramovich a la vision sur 3 ans, ce qu'il n'a jamais. Abramovich sur 3 ans. Non, mais il n'a jamais démontré. Abramovich sur 3 semaines, déjà c'est un succès d'habitude. Sur 3 ans, ça va être fascinant. C'est pas mal ça. Est-ce que ça. Parce que Sid parle de garantie, c'est intéressant. Il y a aussi le fait que tu connais la maison. Tu sais comment naviguer, tu connais les bons côtés de la maison, tu connais les travers de la place aussi. Est-ce que ça va être suffisant pour lui permettre de s'installer comme il faut? Ou est-ce que tu rentres dans un univers qui est totalement différent à partir du moment où tu es le coach? Je pense que connaître la maison, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel parce qu'il y a un total... Là, sur les 2-3 dernières années, il y a un total dysfonctionnement à la tête de Chelsea. Ouais. Hein. Le fait qu'Abramovich ne peut pas retourner en Angleterre ou ne peut le faire qu'avec un visa touriste, alors qu'il était omniprésent avant. Ouais. Et que quelque part, sa présence avait quelque chose d'un peu... il était capable de calmer les choses, de calmer le jeu assez régulièrement. Et puis, on peut dire ce qu'on veut d'Abramovich, mais il est toujours resté pas mal près de ce qu'il a de son discours dès le départ. Il est toujours resté près des joueurs. Il a souvent écouté les joueurs. Je pense que sa présence et essayer effectivement de faire en sorte qu'il soit un petit peu plus présent ne serait pas une mauvaise chose pour Lampard. Parce que derrière, ça part dans tous les sens. Tu as une directrice qui est très, très puissante, qui est Marina Granovskaya. Qui décide de pas mal de choses dans le domaine business et dans le domaine sportif, ce qui est souvent une mauvaise chose. Tu as le départ de Michael Emenalo l'année dernière, qui était le directeur du recrutement. Puis là, tu parles même pas du départ du coach, là, qui est quand même arrivé, qui a joué une saison, qui a gagné la Ligue Europa, puis qui dit... Ciao, bye. Alors, c'est ça, c'est qu'il y avait une incompatibilité totale. Donc, ça partait dans tous les sens. Là, on sentait que Chelsea, ça tenait plus vraiment trop debout. Donc, est-ce que Lampard est la personne qui est capable de le faire? Avec Eden Hazard qui est parti. Avec des départs, là, waouh, c'est lourd. Alors, oui, je suis d'accord avec ce que dit Sid. Ça donne l'impression d'arriver très, très tôt et que le risque de se griller est énorme. Maintenant, c'est un beau challenge parce que d'un seul coup, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que Lampard, qui est quelqu'un qui a toujours été vraiment qu'à l'essence du club, là, sous le maillot, là. Et lui, je pense que ça va être la personne qui va être à même un petit peu de rameuter. On rigole toujours de Chelsea avec ses 50 joueurs prêtés à droite, à gauche en Europe. Peut-être que lui va pouvoir enfin les réintégrer en disant, oui, on a eu des obligations de résultats parce qu'on ne peut pas partir comme ça, mais... Est-ce qu'on peut le faire avec, et on est obligé avec l'interrogation de recrutement qu'ils ont, des moyens plus limités, avec des jeunes là qu'on est en train de former, tellement qu'on est en train de les prêter partout en Europe. Et là, c'est sûr que c'est un contexte complètement différent. Mais Frank Lampard est quand même un gars issu de la formation à West Ham où il y avait de bons jeunes joueurs à qui on faisait confiance. C'est sûr que ça commence à faire un bail, là. C'est son début à West Ham, mais s'il est capable d'aller puiser un petit peu dans cet ADN-là, qui était celle de son club formateur, ben là, tu peux peut-être faire quelque chose d'intéressant. Puis c'est le neveu d'Harry Redknapp, donc il va avoir des bons tuyaux. Oui, des bons tuyaux, puis la couenne dure aussi. Bref, ça va être intéressant de voir, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que même si ça se passe mal, mon feeling, c'est qu'on va toujours être conscient que c'est davantage sur les épaules de Chelsea, qui est un peu dysfonctionnel comme endroit, que sur celle de Frank Lampard. À moins que ça vire vraiment tout croche, puis qu'à Noël, l'équipe soit dernière du championnat, puis là, tu te dis, Lampard est incapable d'organiser une séance d'entraînement ou de choisir une équipe. Mais ça, franchement, avec le bagage de ce gars-là, ne serait-ce que comme joueur, je pense que ce serait une très grande surprise. On se dirige maintenant plus près de chez nous avec, je le disais en début d'émission, des tweets, Jean. Là,
Je vais te lire ça. Es-tu prêt? On est prêt. Kevin Gilmore sur le retour, en fait, sur les rumeurs entourant Nacho Piatti. Je vous lis le tweet texto pour pas que ce soit mon interprétation, toujours bien dangereux, parce que j'ai l'impression que des interprétations, il peut y en avoir plusieurs de ce tweet-là du président de l'Impact et du Stade Saputo. Après, je vais avoir les vôtres. Suite aux rumeurs persistantes au sujet de Piatti et son départ vers l'Argentine, je tiens à clarifier que Nacho est sous contrat avec l'Impact et l'option pour 2020 sera exercée. Depuis mon arrivée, je me suis toujours attendu à ce que Nacho soit avec nous jusqu'à la fin de 2020. Là, première question, Sid. La semaine passée, tu es allé luncher avec Kevin Gilmore, puis c'est pour ça que tu nous as sorti que Nacho Piatti allait être là pour son année d'option? Presque. Mais c'est intéressant dans sa formulation, Kevin Gilmore. Je pense qu'il rejoint un peu la réflexion que j'avais l'an passé. Il n'y a pas de plan B. Donc, lui... C'est comme ça que tu vois ça. Mais toi, tu penses vraiment, puis c'est pas un reproche, là, que sportivement, on n'a jamais considéré laisser Nacho Piatti partir? Et je pense oui, et que c'est la véritable raison pour laquelle on arrive à cette conclusion, dans le sens où quand il dit « je me suis toujours attendu à ce qu'il reste », voyons, il y a une année d'option, il aurait pu partir. Et cette façon d'aborder la situation est beaucoup plus sur « mais qu'est-ce qu'on fait quand il partira ou s'il part ?» On ne sait pas. Donc ok, on va exercer l'année d'option, et il va rester. Fait que là, toi, tu es convaincu qu'ils vont le faire, puis que Nacho est là l'an prochain? Oui. Oh, c'est bon. Alors là, c'est Jean Cournel, tu interprètes ça comment? Moi, écoute, c'est vrai que la semaine dernière, quand c'est venu sur la table, j'étais un peu... Non, c'était 2 contre 1, là, puis Sid, il n'y avait pas de partner avec lui. Sid, là, wow! Et puis, j'ai dit, wow, OK, visé parfaitement le truc. Et puis, c'était bien vu. Et effectivement, quand fait que là, toi aussi, tu penses qu'il va être là l'année prochaine? Je sais pas. Les gars, honnêtement, je sais pas. C'est peut-être moi l'extraterrestre, finalement. Mais c'est vrai que ce que dit Sid, ça a totalement du sens. Ça a totalement du sens. Fait que là, dans le fond, on se dit, on n'est pas capable de recruter autre chose, puis on y va avec ça. On va rester menotté, entre guillemets, avec 4,4 millions pour un gars qui est blessé jusqu'à nouvel ordre. Là, il ne faudrait pas oublier ça. Il n'y a rien qui nous dit qu'il va revenir en santé parce que là, tu reviens pendant quelques semaines, tu fais les séries, on l'espère. Tiens, on va virer complètement fou. Tu gagnes la MLS Cup. Mais là, tu vas le ramener une autre année? Après, sportivement, je comprends pas comment, avec une réalité de cap salarial, plus d'1 an après les commentaires de Joey Saputo, qui déjà l'an dernier, quand Nacho Piatti était en forme, il marquait, tout allait bien. Le 2 x 3 millions il va au micro live à la radio, puis il dit on devrait considérer l'option de réinvestir ces sommes-là. Peut-être que c'est mieux de l'échanger puis de le laisser aller, puis de réinvestir l'argent. Là, ton stade est toujours pas plein. Nacho Piatti n'est pas là et tu réussis quand même à engranger des résultats. C'est pas parfait parce que, Sid, tu le disais la semaine passée, c'est les points par match qu'il faut regarder plus que la position au classement. Mais quand même, est-ce que le constat n'est pas que 4,4 millions, c'est énorme à investir dans un seul joueur quand tu as les moyens de l'impact? Si tu es le Toronto FC, j'ai pas le même discours. Si tu es Atlanta, j'en parle même pas. Je dis, regarde, mets-le là, tes 4,4 millions. C'est rien de toute façon. Tu en vendras de la bière à 5$, ton stade est plein, match après match, puis tu vas être capable de payer pour. C'est pas la réalité ici à Montréal. Moi, mon interprétation, parce que je vous ai demandé la vôtre, moi, j'ai un feeling que c'est de la négociation avec les clubs en Argentine. Parce que s'il y a des discussions, je le sais que c'est hypothétique, il y a des discussions, le temps, c'est le meilleur ami des Argentins. Parce que plus tu attends, plus Joey paye. Parce que tu continues à le payer, son salaire. Plus tu attends, plus tu te rapproches de ce qui est, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on a soulevé l'option. On dit qu'elle va être soulevée. Ouais. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tu te rapproches de la fin du contrat de Nacho Piatti. Il y a des fameux 6 mois avant la fin d'un contrat qui permet de librement négocier pour... début de négociation. Exactement. De négociation. Mais là, on parle de lever l'option, mais tu te rapproches quand même de la fin. Parce que Nacho Piatti ne va pas négocier avec l'Impact. Tu les as déjà négociés, tes termes de l'entente pour l'option. Tu signes ça au début, tu dis on va te donner tant si jamais on lève l'option. Es-tu d'accord avec ça? Oui, non, tu jases, tu signes, puis là, après ça, tu ne reviens pas, à moins que ce soit, comme c'est le cas avec Rémi Garde en ce moment, pour prolonger au-delà
de l'année d'option puis y aller d'un nouveau contrat au complet. Non, mais il y a eu une renégociation à l'automne. Avec Piatti? Ouais. Non, mais c'était l'autre année d'avant. Il y a eu une renégociation novembre-décembre, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas certain de ça. Là, j'ai peut-être raté ce bout-là. Tout ça pour dire, son option termine là. Tu es un club argentin, tu dis, ils vont jamais la lever, l'option. Financièrement, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Le propriétaire, l'année passée, a dit qu'il était déjà en train de considérer investir les sommes ailleurs. Attends. Puis on va arriver à la fin de l'année, tu vas l'avoir pour gratuit ou tu vas forcer la main de l'Impact à prendre moins parce qu'ils vont se dire on n'aura rien de toute façon dans quelques mois. Là, tu changes la donne. Si tu es Kevin Gilmour puis tu rentres dans le temps en disant on va l'activer l'option, là. Attendez pas. Si vous pensez que ça va changer notre position, bien, là, je suis en train de vous dire le contraire. Il va être sous contrat pour encore 1 an et demi. Maintenant, on jase ou on jase pas? Moi, c'est un scénario qui est plausible à mon sens. Et si c'est le cas, j'adore ce que Kevin Gilmour vient de faire. Et aussi, il renvoie la balle du côté de Piatti, ou dans le cas où il voudrait... En disant, tu vas rester ici, là. Si tu veux t'en aller, là, arrange-toi pour que le deal marche. Parce que si tu veux quitter à la fin de cette saison, là, nous, on a le moyen de te garder ici. Exactement. Et donc le mettre dans une situation où il faudrait qu'il force un départ, ce qui serait complètement différent dans la perception des gens de l'Impact n'a pas envie de le garder. Et donc là, on est dans une dynamique complètement différente. Et je crois en exerçant l'option, moi je pense, ou peut-être je souhaite qu'il reste, mais ce n'est pas nécessairement dire que ce sera le cas. C'est vrai, effectivement, d'un point de vue négociation, c'est beaucoup plus intelligent de la part de l'Impact de Montréal de faire ce move-là. Là où je suis vraiment intrigué, c'est que si c'est un bluff, tu fais quoi quand il est minuit moins 1? T'enlèves l'option? Ben, ce serait une très bonne recrue. Je sais pas. Quand tu parles c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan B. Effectivement, que tu mets dans la balance 4 millions et quelques, tu te dis, wow. C'est un peu lourd. Vas-y, dernier commentaire. Non, mais c'est pas un plan B qu'il faut, c'est un plan A++. Il faut se rendre compte que l'Impact aujourd'hui, j'en suis certain dans sa lecture de son marché, de son attractivité et autres, il y a aucun joueur, en tout cas qu'elle estime pouvoir signer ou avoir dans le court terme, où elle se dit. Mais moi, mon point, c'est que tu pourras jamais, tant que tu n'as pas l'argent de Piatti, de toute façon. Donc, c'est là où c'est la poule ou l'œuf, parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est des menottes. C'est des menottes que tu gardes parce que quand tu as cet argent-là, au mois de juillet l'année prochaine, on va avoir le même problème parce que tu vas dire, il reste encore 2,quelques millions à payer sur le dernier 6 mois de son contrat. On va attendre. Puis là, tu attends au mois de janvier. Fait combien d'années qu'on attend au mois de janvier? Ouais. C'est le jour de l'an. Il arrive, c'est le fun, on fait le party, mais on se demande encore quand est-ce qu'il arrive. Un peu de perspective et de recherche et de prospection. Regarde, c'est quand même incroyable qu'on ait eu cette chance parce qu'à l'époque, quand il est arrivé, Nacho Piatti, c'était pas... c'est un inconnu. C'était pas la super... c'était le frère de l'autre Piatti. Ouais, c'est ça. Mais c'était incroyable quand même qu'on ait eu la chance d'avoir un Nacho Piatti qui s'est révélé quasiment tout de suite, en tout cas très très vite, comme un coup fumant, et qu'on l'a eu conjointement avec un Di Vaio, qu'on l'a eu conjointement avec un Drogba. Voilà, ça, clairement, avec un c'est quelque chose... Ouais. On attend encore ça, par exemple. Toujours pas marqué. Hein? Avec l'Impact de Montréal qui a fait match nul en passant. Avant qu'on passe au prochain sujet, qui a fait match nul. Non, tiens, je vais donner un petit peu de crédit avec York 9. Match nul 2-2 au match aller de championnat canadien. C'est le 3e tour de championnat canadien qui était joué mercredi soir. Je vais donner le crédit pour la dernière demi-heure à Maxi Urruti là-dessus. Il a été responsable de la construction pour le premier but. Un but chanceux parce que c'est une bourde de la défense de York. Mais quand même, c'est lui qui a été là. Puis c'est lui qui est allé chercher le penalty. Reste que, d'un point de vue comptable, on attend toujours le deuxième but, peu importe la compétition pour Maxi Urruti. Puis, quand tu regardes comment ça se déroule, semble pas être pour en fin de semaine face à Toronto. Jean, il y a une question que j'ai dédiée à toi, tout particulièrement. Celle de Philippe qui dit « Expliquez-moi le nouveau format de qualification en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, comme si j'avais 5 ans. »
Go! Alors, ce qui se passe... Parce qu'il faut expliquer qu'on a changé. Non, La on a CONCACAF changé le a annoncé un changement de format de qualification. OK. Alors, il y a... par où on commence? L'hexagonal. Ouais, vas-y avec la géométrie, ça va être parfait. Bon, l'hexagonal, donc, à nouveau, 6 équipes, les 6 meilleures de la CONCACAF, qui continuent ce tournoi, ce mini-championnat, et les 3 premiers se qualifient. Exact. Oui. Le 4e fait un barrage. Exact. Dans le même temps, les autres équipes, donc classées 7 à 35, vont procéder par... comment ça se passe? C'est d'abord des petits tours, des tours de groupe, et puis des matchs à élimination directe, jusqu'à ce qu'il y en ait un seul qui reste, qui jouera contre le 4e de l'hexagonal pour la dernière place qualificative. Avant, ce qu'il y avait, c'est que tout le monde faisait son chemin vers l'hexagonal. Là, on est en train de le fermer avec les 6 meilleures équipes de la CONCACAF basées sur le classement de la FIFA. Donc, une équipe comme le Canada, qui est quoi, 9e en ce moment ou 8e en CONCACAF, bref, à l'extérieur des 6 premiers, n'a pas accès à cet hexagonal-là. Donc, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta portion de qualification, que tu gagnes et que tu espères par la suite battre le numéro 4 de l'hexagonal qui ne va pas se qualifier directement, contrairement aux 3 premiers. Et puis battre dans le barrage intercontinental. De l'autre côté. Et après, il faudra aller... simplement déjà pour arriver là, c'est... pour être reconnu au sein de la CONCACAF, il faut déjà maintenant passer par ça. Mais là, je ne veux pas être plate, là, mais 2022, il se passe quoi avec ça? Est-ce que le Canada est équipé pour passer à travers tout ça? Je suis pas sûr. Tu sais, si tu pouvais accéder à l'hexagonal, et après ça, tu sais, c'est une compétition qui est un peu plus sur la durée. Là, ça va être des matchs demi-finale, finale, barrage. Se qualifier pour 2022, moi, j'avais un certain enthousiasme par rapport à ça il y a quelques mois. Après une louche. Ça vient de diminuer. Tout à fait. Mais il faudrait que je regarde ça avec un peu plus d'attention. C'est vrai qu'on reste quand même sur le résultat contre Haïti, mais c'est peut-être un mal pour un bien pour le Canada qui, n'est pas la meilleure équipe des 7 à 35 qui suivent en CONCACAF, devrait vraiment se questionner sur son football. Et je crois Non, mais c'est pas ça. C'est que tu ne donnes pas beaucoup de marge. Tu peux l'échapper sur un match. Là. C'est ça. C'est là, alors que dans l'hexagonal, tu peux te reprendre. Tu joues, si je me trompe pas, 2 fois contre chacune des équipes. C'est à 10 matchs. Alors que là... C'est très intéressant de voir comme la distance qu'il y a pour le Canada entre Costa Rica, Mexique et États-Unis versus dans l'autre format où elle devra affronter des équipes qui sont quand même largement à sa portée sur papier. Comme Haïti. non, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va nous prendre du temps à l'avaler, ce résultat-là. Donc, ça veut dire que les résultats de Ligue des Nations vont être très importants. Ouais, ça, c'est un autre vont dossier. Participer à déterminer là, le classement. Là, tu veux plus être en équipes. première division de Ligue des Nations. Mais voilà, c'est comment tu vas avancer. Parce que d'un côté, tu veux faire des bons résultats en Ligue des Nations parce que c'est ce qui va te permettre d'évoluer, d'avancer, d'affronter des équipes. Regarde, le Canada, il va commencer là, à l'automne, à jouer son groupe de Ligue des Nations, c'est avec les États-Unis et Cuba. Bon, bah, c'est assez clair quand même ce qui va se passer. Il y a quand même l'opportunité de jouer 2 gros matchs de compétition contre les États-Unis, ce que le Canada n'a pas fait depuis un paquet de temps quand même. Non, c'est clair, mais tu vas pas les gagner nécessairement ces matchs-là. Tu fais match nul, t'es heureux. Ouais. Ben, c'est pas bon pour ton classement puis te faire avancer vers les top 6 de CONCACAF à la FIFA. Exactement ça. Mettons que tu gagnes contre Cuba et que tu perds contre les États-Unis. C'est 2 matchs chacun. Mais vu ce qu'on a vu de Cuba, je pense que le Canada peut gagner ces 2 matchs. Vu ce qu'on a vu des États-Unis, c'est tout à fait possible que le Canada perde les 2. Donc, en gros, là, est-ce qu'on fait un U-turn puis on aimerait mieux être en 2e division de Ligue des Nations? C'est encore une fois, il faut voir avec la manière dont sont calculés les points, parce que je pense que, comme on disait un petit peu en off... mais mettons, peu importe la manière avec laquelle tu calcules, là, tu joues contre les États-Unis. Oui, tu perds, ça fait 0. 0 x 2, ça reste 0. Là. Non, mais c'est vrai. Donc, et finalement, peut-être que tu peux pas gagner plus de points en battant des plus petites équipes, mais tu les bats au volume, exactement, versus la qualité qui est de battre une équipe avec un coef supérieur. Donc, peut-être, oui, encore une fois, que le Canada,
fait un pas en arrière pour faire un pas en avant. Ouais, le système de classement. Le système de classement, c'est un serpent qui se bouffe la queue. C'est quelque chose. Il se nourrit lui-même. C'est qu'à partir du moment où tu as commencé, c'est très difficile d'en sortir. Il est très difficile d'y accéder. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est qu'une fois que tu es dedans, tu ne peux pas t'en sortir. Ouais, c'est ça, et qui est empiré avec la Ligue des Nations, qui font en sorte que comme les meilleurs jouent entre eux et les équipes plus faibles jouent entre elles. Et donc à ce moment-ci, même avec le volume, je pense même pas que ce soit possible de pouvoir véritablement progresser. Et c'est parfait pour les meilleurs. Et tu choisis bien ton mot, alors que les Canadiens, eux, sont un peu dans le ventre mou de la CONCACAF. Et c'est là où c'est dangereux de te retrouver dans une case qui est dans le fond celle du Mexique, du Costa Rica, des États-Unis, alors que toi, ben, on a constaté au cours des dernières semaines que tu n'es pas encore là. On termine avec 3 questions, les gars, qui nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures. D'abord, celle du Dr Foot qui nous demande, Sid, le Real Madrid qui s'entraîne au centre Nutrilait, centre d'entraînement de l'Impact, est-ce qu'il y a des retombées positives pour l'Impact? Pour l'Impact directement, Je présume qu'il y a un peu d'argent qui rentre, là, mais au-delà de ça... Oui, mais ça, c'est un point sur lequel on a véritablement, en tout cas moi personnellement, pas d'informations, donc on va l'écarter. Au niveau de l'Impact, l'Impact là maintenant va s'entraîner au Stade Saputo, ce qu'elle ne fait jamais, donc laisse sa place au Real Madrid. Ça prouve... Serais-tu froissé, toi, comme joueur, si tu es un joueur de l'Impact? Je pense que dans les circonstances, les joueurs font abstraction, c'est sûr. À l'époque, il avait été fâché que Chelsea soit les premiers, oui, exactement, à inaugurer le centre Nutrilait. Donc peut-être que c'est aussi une preuve de la qualité des installations de l'Impact. Mais au-delà de ça, on parle parfois de belle publicité pour Montréal. C'est pas quelque chose que je dirais de mauvais, mais après du positif, je sais pas vraiment. Moi, je vais le voir à très long terme, mais 2026. Je le sais que c'est loin, là. Mais ça fait quand même depuis 2016 2 fois que le Real vient. Si tu cultives des relations, et là, je parle strictement d'un point de vue affaires, Jean, dans 4 ou 5 ans, tu es peut-être capable, s'il y a quelque chose qui se passe avec le stade ici à Montréal, tu es peut-être capable d'organiser un match. Imagine, là, un match Impact de Montréal, Real Madrid, devant 50 000 personnes au stade olympique, si c'était ça le scénario. Là, tout d'un coup, ce que tu as fait comme sacrifice, parce que ça en est des sacrifices, là, dire à ton équipe, à un moment où tu reprends vraiment, tu es dans le 2e droit de ta saison en MLS, tu as vraiment du gros travail à faire, puis tu dis à tout le monde, tiens, on déménage, on s'en va. Oui, c'est notre stade, mais c'est pas nos pantoufles. On laisse ça à Zidane et compagnie. Ben, ça peut quand même rapporter si éventuellement tu es capable d'aller décrocher un match comme celui-là. Oui, oui. Et puis entretenir ce genre de relations, ce genre de lien, c'est jamais mauvaise chose. Quand tu parles d'un match international, pourquoi pas même un petit tournoi ou quelque chose comme ça qui amènerait du monde un peu... Europe, Amérique du Sud, une équipe de la MLS, c'est quelque chose d'un petit peu... Qui donne envie, quoi, qui sortent du quotidien un peu de la MLS, qui apporte ce cachet sur lequel l'Impact a toujours bien aimé jouer quand même. C'est clair. Équipe locale avec un impact global. C'est ça. Alors, ce côté un peu glamour, un peu. On a fait venir tout de suite, on a fait venir des noms quand même assez importants, un contingent important qui venait d'Europe, qui a assez régulièrement avec des liens particuliers avec certains clubs. Donc ça fait un peu partie du concept et de l'image du club. Mais après la Roma, Joe Saputo a quand même dit que ce serait pas la direction dans laquelle ils iraient au niveau comme de matchs amicaux internationaux, parce que bon, il y a eu Milan, et à ce moment-ci, ce serait peut-être pas un retour en arrière, mais quand même une approche différente d'aller vers ce match amical-là. Je ne sais pas si c'est la finalité, mais pour l'instant, comme il y avait une volonté du club de ne plus offrir ce type de spectacle. C'est vrai. Là où à court terme, il y a peut-être quelque chose à offrir, est-ce que tu es capable d'ouvrir la porte à tes détenteurs de billets de saison à un événement quelconque pendant la présence d'une équipe comme celle-là, que ce soit un entraînement, que ce soit une rencontre, une séance photo, je le sais pas, mais ça, c'est de la plus-value. Mets-toi dans la peau d'un détenteur de billets de saison, puis tu te fais dire, tiens, tu as un accès auquel
personne n'a parce que c'est placardé mur à mur. Au centre Nutrilait, tu n'as pas d'accès, tu peux rien voir à l'intérieur du centre. Même les gens qui sont là, de ce que je comprends, les accès sont limités. C'est tout à fait compréhensible parce que c'est le Real Madrid qui est chez lui pendant une dizaine de jours. Si tu arrivé à faire ça, là, pour moi, il y a une plus-value pour les détenteurs de billets de saison de l'Impact de Montréal. Il y a Émile Archambault maintenant qui nous demande est-ce que l'équipe nationale féminine du Canada peut apprendre des leçons de l'équipe américaine qui a remporté son 4e titre de championne du monde dimanche dernier, ou même des équipes européennes qui ont eu du succès, ou est-ce qu'au contraire, leurs situations sont trop différentes? Qu'est-ce que tu en penses, Jean? Alors, je crois que leur situation est assez... bon, on ne va pas dire unique, mais assez isolée. Elles n'ont pas le même accès que les Américaines à un certain nombre de choses. Et dans le même temps, on se rend compte à quel point ça va vite en Europe. Alors, il y a une réflexion à se poser, parce que jusqu'à présent, le système était très très clair, passant par les universités. Ouais. On se rend compte, et ça, c'est une discussion qui existe aussi en MLS. C'est pas quelque chose simplement inhérent au foot féminin. Est-ce que tu le fais cheminement... ou est-ce que tu vas au collège? C'est ça, exactement. Alors là, il y a une discussion à avoir. Et il y a peut-être une discussion à avoir avec les joueuses. Et puis, commencer à voir, bon, est-ce que des ouvertures dans les clubs en Europe, ça vaut vraiment le coup, bon, à tout niveau, au niveau de ce que tu vas être capable d'avoir comme outil de travail, et d'un côté, la contrepartie salariale. Ouais. Donc, il y a une réflexion à apporter, parce que je ne pense pas qu'on puisse se dire à cause de la proximité géographique, on peut faire pareil que les Américains et on peut avoir le même succès. Non, parce que c'est comme la MLS, le parallèle se fait là aussi, comme Jean le disait, avec les joueurs. On a toujours privilégié les Américains. Il a fallu travailler fort pour tout d'un coup ouvrir puis que les Canadiens soient considérés comme des joueurs locaux. C'était des joueurs étrangers aux États-Unis. Chez les femmes, c'est un peu le même principe. La priorité va toujours être pour une Américaine. Vous me direz que c'est peut-être la même chose en Europe, mais tout ça pour dire qu'il faut que tu fasses ton chemin à quelque part pour te mettre le pied dans la porte des places où les joueurs, les joueuses progressent. Parce que là, en ce moment, nous, on fait au mieux du surplace. Oui, tout à fait. Et puis je pense que la question est intéressante et assez complexe. Puis attention non plus de ne pas être prisonnier du moment. Je viens de voir que le président de la fédération anglaise dit qu'il ne va pas investir plus dans le football féminin de 3 à 5 ans. C'est une déclaration qui en ce moment fait beaucoup de remous du côté de l'Angleterre. Et donc la balle est renvoyée encore une fois au niveau des clubs. Mais tu as des clubs, justement. Il y a des clubs. Et donc de voir que tout n'est pas non plus rose. Il y a beaucoup de choses qui sont très fragiles. Le Canada avait une avance structurelle qu'elle doit renforcer. Maintenant, dans quelle direction prendre? Oui, les États-Unis, c'est le standard, mais à quel point on a les ressources ou les moyens de répliquer ce que font les États-Unis, ça, je le sais pas. On termine en une petite minute, les gars, avec une question de Phil Boisvert qui nous demande est-ce que payer 200 millions d'euros pour Neymar est un bon investissement pour un grand club? Phil ajoute Neymar est très talentueux, mais on repasse côté attitude. Ça dépend ce que tu... Alors là, ça dépend complètement de ce que tu vas définir comme grand club. Vas-y. Tu prends le cas, et je prends le cas très précis de la question. 200 millions, Neymar, c'est le PSG qui a acheté 200 millions Neymar. Le PSG avait besoin d'acheter Neymar 200 millions pour franchir un certain cap dans la hiérarchie et pour amener la marque PSG global. Ouais, on a fait ça pour la marque, on a franchi, mais on n'a jamais franchi les 8e de finale en Ligue des Champions. Ça, voilà, ça c'est autre chose. Je ne pense pas qu'il y ait besoin pour un Real Madrid, un Manchester United ou un City d'aller mettre 200 millions pour un Neymar. Parce que Neymar a plus besoin du Real que le Real a besoin de Neymar. C'est totalement ça. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec Jean. Sportivement, 200 millions, les grands clubs, mais aucun grand club pour qui ça fait du sens, que ce soit Bayern, Juve, gens comme Barça, Real et même du côté anglais. Il n'y a aucun club qui, sportivement, ces 200 millions-là sont la raison pour laquelle ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, par exemple. Maintenant, pour Paris, ces 200 millions ont été très bien investis. Je veux dire, le nouveau partenariat avec Accor, le nouveau partenariat avec Nike, ils sont vraiment, la marque PSG a progressé à un niveau incroyablement financièrement.
sportivement, même pour eux, ça fait même pas vraiment de sens de payer 40 millions un salaire de Neymar. Et aujourd'hui, il le prouve très bien en voulant le mettre dehors. Donc, je pense que non. La réponse est tout simplement non pour. Réponse très simple, Phil. Non, non. Et tiens, je vais ajouter mon nom à ça aussi. Non. Pour moi également. Messieurs, merci. Toujours un grand plaisir. Merci bien. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et merci pour toutes vos questions au cours des dernières heures sur Twitter. Vous pouvez continuer à les envoyer tout au long de la semaine avec le mot-clic LDSF. D'ici là, on vous invite à partager et consommer le contenu sur la rds.ca/balado-diffusion et sur les applications RDS ainsi que iHeartRadio.